te crée, enfin c'est une question élargie aux sciences, tu es plutôt autodidacte quand tu lis une revue de neurobiologie, ou si tu lis une revue scientifique, t'es pas très bon en mathématiques, enfin, contrairement aux philosophes que tu as étudiés, Bergson était licencié en mathématiques, Spinoza était bon en mathématiques, Leibniz, c'est inutile de le dire, était très bon en mathématiques. Comment tu t'arranges pour lire quand tu as une idée et que tu as besoin de quelque chose qui t'intéresse et que tu comprends pas forcément tout? Comment tu t'arranges? Ben déjà, j'ai quelque chose qui me réconforte beaucoup. Moi, je suis persuadé qu'il y a plusieurs lectures d'une même chose. Et que déjà en philosophie, ça j'y crois très fort, il n'y a pas besoin d'être philosophe pour lire de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est susceptible, bien plus, pas seulement susceptible, qu'elle a besoin de deux lectures à la fois. Il y a absolument nécessaire une lecture non philosophique de la philosophie. Sinon, il n'y aurait pas de beauté dans la philosophie. C'est-à-dire que des non-spécialistes lisent de la philosophie. Et que la lecture non philosophique de la philosophie ne manque de rien. Elle a sa suffisance. Simplement, c'est une lecture. Ça ne vaut pas, peut-être pas pour tout philosophe. Je vois mal la possibilité d'une lecture non philosophique de Kant, par exemple. Mais Spinoza, je veux dire qu'un paysan lit Spinoza, c'est pas du tout impossible qu'un marchand lise Spinoza. Nietzsche, ça va encore plus de soi. Tous les philosophes que j'aime, c'est comme ça. Alors, je crois très à... Il n'y a aucun besoin de comprendre. Hein. C'est comme si... comprendre, c'est un certain niveau de lecture. Mais c'est un peu comme si tu me disais, pour apprécier, par exemple, Gauguin ou un grand tableau, faut quand même s'y connaître. Évidemment, il faut s'y connaître, c'est mieux. Mais qu'il y ait également des émotions extrêmement authentiques, extrêmement pures, extrêmement violentes, dans une ignorance totale de la peinture. Hein. C'est évident que quelqu'un peut recevoir, mais, comme un véritable coup de tonnerre, un tableau, et ne pas savoir, mais rien sur le tableau même, rien. Quelqu'un peut être alors extraordinairement ému par la musique, ou par telle œuvre musicale, sans savoir un mot. Moi, par exemple, je suis extraordinairement ému par Loulou. Ou par Wojciech, oui. Je ne parle même pas du concerto à la mémoire d'un ange. Lui, il me paraît la chose peut-être qui m'aime le plus au monde. Bien. Eh ben, je sais bien qu'il vaudrait mieux, et que c'est encore mieux, avoir une perception compétente. Mais je dis que toute chose qui compte dans le monde est susceptible d'une double, dans le domaine de l'esprit, est susceptible d'une double lecture. À condition que la double lecture, c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard en tant qu'autodidacte. C'est quelque chose qu'on fait à partir de ces problèmes venus d'ailleurs. Je veux dire, c'est en tant que philosophe que j'ai une perception non musicale de la musique. Et qu'elle est peut-être pour moi extraordinairement émouvante. De même, c'est en tant que musicien, en tant que peintre, ou en tant que ceci, cela, quelqu'un peut avoir une lecture non philosophique de la philosophie. S'il n'y a pas cette seconde lecture, qui n'est même pas seconde, s'il n'y a pas les deux lectures à la fois, c'est comme les deux ailes d'un oiseau, c'est pas très bon comme les deux ailes d'un oiseau. S'il n'y a pas les deux lectures à la fois, et même un philosophe doit apprendre à lire un grand philosophe non philosophiquement. L'exemple typique pour moi, c'est encore une fois Spinoza. Avoir Spinoza en livre de poche, et puis le lire comme ça, et ben, à mon avis, on a autant d'émotions qu'à une grande œuvre musicale. Et d'une certaine manière, la question n'est pas comprendre. Moi, dans mes cours, je suis sûr que les cours que j'ai faits, mais c'était tellement évident que les gens y comprenaient tantôt, et tantôt ils comprenaient pas. Et on est tous comme ça dans un livre, tantôt on comprend, tantôt on comprend pas. Donc, je reviens alors à ta question sur la science. Ça, je crois que c'est vrai. Hein. Ce qui fait que d'une certaine manière, on est toujours à la pointe de son ignorance, quoi.
Et c'est bien là qu'il faut s'installer. Il faut bien s'installer à la pointe de son savoir ou à la pointe de son ignorance, c'est la même chose, pour avoir quelque chose à dire. Si j'attends de savoir ce que je vais écrire, et si j'attends de le savoir, et de savoir, à la lettre, si j'attends de savoir ce dont je parle, eh ben, je pourrais toujours attendre, et ce que je dirais n'aura aucun intérêt. Si je risque pas, alors, si je m'installe aussi, et si je parle d'un air savant de ce que je ne sais pas, c'est une autre absence d'intérêt. Mais je parle de cette frontière même qui sépare un savoir d'un non-savoir. C'est là. Je veux dire, c'est là qu'il faut s'installer pour avoir quelque chose à dire. Alors, pour la science, pour moi, c'est pareil. Et la confirmation que j'y vois, moi, c'est que j'ai toujours eu avec les savants des rapports épatants. Moi, ils ne m'ont jamais pris pour un savant, ils ne pensent pas que je comprends grand-chose, mais ils me disent ça marche. Enfin, un petit don, non, ça marche. Quand je me sers, par exemple, simplement, il faudrait... Tu veux, parce que je suis sensible aux échos, je ne sais pas comment appeler ça. Si je donne un exemple, alors j'essaie de donner un exemple d'autant très simple. Voilà un peintre que j'aime fort comme Delaunay. Qu'est-ce que Delaunay? Qu'est-ce que, si vraiment je cherche à résumer dans les formules, qu'est-ce que Delaunay fait? Ben, il s'aperçoit d'une chose prodigieuse, quoi. Quand je disais, alors ça nous ramène au début, qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée? Qu'est-ce que c'est l'idée de Delaunay? L'idée de Delaunay, c'est que la lumière forme des figures elle-même. C'est qu'il y a des figures de lumière. C'est très nouveau, peut-être que dans d'autres, que longtemps avant, on avait eu cette idée déjà. Ce qui apparaît chez Delaunay, c'est cette création de figures qui sont des figures formées par la lumière, des figures de lumière. Il peint des figures de lumière. Et non pas du tout, ce qui est très différent des aspects que prend la lumière quand elle rencontre un objet. Et c'est par là que lui, il se détache de tout objet, qui fait une peinture qui n'a plus d'objet, quoi. Et je me rappelle avoir lu, il dit des choses très belles. Il dit quand il juge sévèrement le cubisme, il dit mais enfin, Cézanne avait réussi à casser l'objet, il dit à casser le compotier, et voilà que les cubistes passent leur temps à vouloir le recoller. Donc, ce qui compte, c'est éliminer l'objet, substituer aux figures rigides, aux figures géométriques, des figures de pure lumière. Voilà une chose. Événement pictural, événement Delaunay. Alors, je ne sais pas les dates, ça n'importe pas. Il y a une manière ou un aspect de la relativité, la théorie de la relativité, j'en sais juste assez, j'ai pas tellement besoin. Si on n'a pas besoin de savoir grand-chose, hein, c'est être, comment on dit, autodidacte qui est dangereux. Mais on n'a pas besoin de savoir grand-chose. Je sais juste comme ça qu'un des aspects de la relativité, c'est précisément, au lieu d'avoir soumis, comment dire, les lignes géométriques, non, au lieu d'avoir soumis les lignes de lumière, la ligne suivie par les lumières, les lignes de lumière aux lignes géométriques, à partir avec l'expérience de Michelson, c'est le renversement. C'est les lignes de lumière qui vont conditionner les lignes géométriques. Je conçois que scientifiquement, c'est un renversement considérable. Ça va tout changer, puisque la ligne de lumière n'a pas du tout la constance de la ligne géométrique. Bon, tout est changé. Je ne dis pas que ce soit le tout, c'est l'aspect de la relativité qui tient le mieux à l'expérience de Michelson. Bon. Je ne vais pas dire Delaunay applique la relativité. Je célébrerai la rencontre entre une tentative picturale et une tentative scientifique, qui ne doivent pas être sans rapport l'une avec l'autre. Je disais un peu la même chose, alors je prends un exemple. Je sais juste que les espaces riemanniens, ça me dépasse, je ne sais pas bien. En effet, le détail, j'en sais juste assez pour savoir que c'est
un espace qui se construit morceau par morceau et dont les raccordements entre morceaux ne sont pas prédéterminés. Mais pour de toute autre raison. Moi, j'ai besoin d'un concept d'espace dont les parties ne sont pas dans le raccord, qui se fait par raccordement, et c'est pas prédéterminé. J'en ai besoin, moi. Je ne vais pas passer 5 ans de ma vie à essayer de comprendre Riemann, parce que quand je serai au bout de mes 5 ans, je n'aurai pas avancé dans mon concept philosophique. Hein. Et je vais au cinéma, et je vois un drôle d'espace, que tout le monde connaît comme étant l'espace dans les films de Bresson, où l'espace est rarement global, où l'espace est construit morceau par morceau. On voit un morceau d'espace, par exemple un morceau de cellule, dans le condamné à mort. La cellule, dans mon vague souvenir, n'est jamais vue en entier, pourtant c'est un petit espace. Je ne parle pas de la gare de Lyon dans le pickpocket, où c'est prodigieux, où ce sont des petits morceaux d'espace qui se raccordent, le raccordement n'étant pas prédéterminé. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il sera manuel, d'où l'importance des mains chez Bresson. Parce que c'est la main qui va... Et en effet, dans le pickpocket, c'est la vitesse avec laquelle ils se passent les uns avec les autres, tu sais, l'objet volé, qui va déterminer les raccordements de petits espaces. Bien, je ne vais pas dire non plus que Bresson applique un espace riemanien. Je dis, bon, il peut y avoir rencontre entre un concept philosophique, une notion scientifique et un percept esthétique. Eh bien, parfait. Je dis, en science, moi je crois, j'en sais juste assez pour évaluer des rencontres. Si j'en savais plus, ben, je ferais de la science, je ne ferais pas de la philosophie. Voilà, c'est... Donc, à la limite, je parle bien de ce que je ne sais pas, mais je parle de ce que je ne sais pas en fonction de ce que je sais. Et puis, tout ça, c'est affaire de, je ne sais pas, de tact. Il ne faut pas chavier, quoi. Il ne faut pas avoir l'air de savoir quand on ne sait pas. Et encore une fois, tout comme j'ai eu des rencontres avec des peintres, moi, c'est les plus beaux jours de ma vie. J'ai eu une certaine rencontre, pas une rencontre physique, mais dans ce que j'écris, j'ai eu des rencontres avec des peintres. Le plus grand d'entre eux, c'est Antaille. Antaille m'a dit... oui, il y a quelque chose, c'était pas, je veux dire, c'est pas du niveau du compliment, c'est pas un monsieur qui va faire des compliments à quelqu'un comme moi, et on se connaît pas. Il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce que ça a été ma rencontre avec Carmelo Bene? Moi, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais rien compris au théâtre. Il faut croire qu'il y avait quelque chose qui passait aussi. Or, eh ben, il y a des gens de science pour qui aussi ça marche. Moi, je connais des mathématiciens qui, là, quand ils ont la gentillesse de lire ce que je fais, ils disent, ah, mais pour nous, ça colle absolument, ça. Oh, bien. Non, là, ça tourne mal parce que j'ai l'air de faire une espèce de satisfaction de soi tout à fait vilaine. Mais c'est pour répondre à la question. Pour moi, la question, c'est pas est-ce que je sais beaucoup de sciences ou pas? Est-ce que je suis capable d'en apprendre beaucoup? L'important, c'est de ne pas dire de bêtises, mais c'est d'établir ces échos, quoi. Ces phénomènes d'écho entre un concept, un percept, une fonction, puisque les sciences ne procèdent pas avec des concepts, elles procèdent avec des fonctions. Une fonction... À cet égard, moi, j'ai besoin des espaces de Riemann, oui, je sais que ça existe, je ne sais pas bien ce que c'est, mais ça me suffit.